Bonjour Monsieur NDP. Bonjour Monsieur Segbo. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir un entrepreneur qui a un parcours tout à fait exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est rare que on croise des Camerounais anglophones en France. Ceux qui viennent de la zone anglophone du Cameroun. Il y a beaucoup d'anglais, de Camerounais bilingues anglophones en France. Je vous avoue, Monsieur Segbo, que vous avez totalement raison. Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Mais il se trouve que je suis de ceux-là qui ont voulu être à l'identité réelle du Cameroun, l'identité fondatrice du Cameroun, celle du bilinguisme, tel que les pères fondateurs l'avaient imaginé, qui, c'est vrai, aujourd'hui, de moins en moins, le devient. Donc vous êtes né au Cameroun. Exact. Dans quelle région du Cameroun exactement? Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand je donnerai le nom tout de suite, très peu même des Camerounais ne le sauront pas, sauf ceux qui sont effectivement anglophones. Je suis né à Fiango. À Fiango. Fiango, c'est une petite bourgade du sud-ouest, dans le département de la Mémé, et dans la région du sud-ouest. Le sud-ouest qui est l'une des deux régions anglophones du Cameroun avec le nord-ouest, et qui se trouve être à quelques kilomètres, bien sûr, de Douala. D'accord. Et donc, je suis né dans cette petite bourgade où la jonction du Cameroun francophone et le Cameroun anglophone se faisait à travers le rail. Ok. Donc, la seule liaison qui existait et qui malheureusement n'existe plus et qui faisait cette jonction, et c'est mon identité, entre les deux parties du Cameroun, c'était à Fiango. Le train qu'on appelle le train de Kumba. Ce train de Kumba a son terminus à 100 mètres de ma maison familiale. Ah oui. Et donc une enfance à Fiango. Exact. Fiango, c'est quoi? C'est une région montagneuse? C'est une région plutôt plate? Comme la ville de Kumba dans son ensemble, c'est une zone de plaine. De grande plaine. Contrairement à Boya, qui est une région montagneuse, la zone de Kumba, c'est une zone essentiellement de plaine. Et bien sûr, dans la grande forêt tropicale africaine. Ah oui. Donc une enfance tout à fait normale, on va dire. Oui. Dans une famille africaine, avec des frères et sœurs. Exactement. Je suis l'aîné d'une famille, aujourd'hui, de 5 enfants. 5 enfants en Afrique, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Mais c'était une enfance assez joyeuse parce qu'on avait tous les besoins fondamentaux, élémentaires qu'une famille pouvait avoir. Ça veut dire que on avait de quoi manger, on avait de quoi boire, on avait un toit. Et donc, partant de là, on ne peut estimer que pour tout enfant africain, je n'étais pas parmi les moins lotis. Ah ben ça, c'est top. C'est important parce que la famille décide de beaucoup de choses dans l'avenir des enfants, quand même. C'est vrai. Et donc là, vous avez fait votre école... l'école primaire, on va dire. Exactement. Et vous avez continué toujours jusqu'au lycée là-bas? Ah ben non. Comme vous le dites, les parents décident de beaucoup de choses. Mes parents décident, dans la même lancée, de faire en sorte que leur enfant soit totalement camerounais, décident de m'envoyer dans l'un des lycées les plus prestigieux, pour ne pas dire le plus prestigieux de l'époque, qui est le lycée bilingue de Boya, qui est situé donc dans une ville qui était la première capitale allemande du Cameroun, et où j'ai donc passé mon collège et mon lycée. Donc il s'agit d'un lycée où effectivement les enseignants étaient prodigués aussi bien en français qu'en anglais. C'est l'esprit même du Cameroun. C'est exactement ça, ce que les pères fondateurs avaient pensé. Oui. Et un lycée d'excellence, ça veut dire quoi? Bon, lycée d'excellence, c'est que c'est un lycée où il y avait un parcours classique et un parcours d'exception. Le parcours classique, c'est tout le monde pouvait y aller, passer son concours d'entrée au lycée et y entrer.
Sauf que dans ce concours d'entrée au lycée, il y avait donc l'exception. Donc, ceux qui réussissaient avec des notes au-delà de 16 de moyenne pouvaient effectivement intégrer le parcours d'exception. Ça veut dire que le parcours bilingue, avec bien sûr la bourse qui allait avec à cette époque. Oui, vous donc naturellement, je suis boursier. Vous êtes boursier parce que vous êtes parmi les élèves brillants. Parmi les meilleurs, voilà. Parmi les élèves brillants de l'époque. De cette époque-là, exactement, de cette génération. Wow. Mais oui, donc un parcours tout à fait exceptionnel jusqu'au lycée. Oui, jusqu'au lycée où, naturellement, dont j'obtiens au sorti de lycée mon General Certificate of Education Advanced Level, qui est le penchant de ce que vous appelez dans la partie francophone le baccalauréat. D'accord. Voilà, donc, et c'est donc là que je quitte donc la province pour me diriger vers la capitale. Wow. Ça ne doit pas être évident, mais parce que on pense, quand on voit tout ça de loin, que quitter son village, son petit village, même sa province, pour aller à la capitale Yaoundé, c'est quand même c'est une décision majeure. Je vous l'avoue, c'est un grand choc social et culturel qu'il faut aborder pour un jeune homme, d'une part, qui n'avait pas spécialement des appuis familiaux dans la capitale, mais qui avait besoin, qui avait la haine, effectivement, d'embrasser son destin, d'aller connaître ce qui se passe ailleurs. Et naturellement, donc, l'université de Yaoundé était effectivement la destination favorite de tous les provinciaux qui avaient l'ambition, effectivement, de faire partie de la communauté nationale. Et vous êtes inscrit en quoi à l'université? Alors, donc, après une année, je dirais, blanche, du fait des contraintes de la vie, je m'inscris en histoire, pour faire relations internationales, puisque mon baccalauréat, comme le baccalauréat anglophone, sont spécialisés. D'accord. En relations internationales. Exactement. Mais très vite, j'ai fait ma petite enquête, hein, faut pas croire. Très vite, vous n'avez pas quitté l'université complètement, mais la vie vous a happé. Exactement, exactement. Face aux situations, aux conjonctures sociales et économiques de l'époque, et du fait de mon parcours ou de mes fondements familiaux, je me suis retrouvé face aux réalités de la vie qui m'ont poussé effectivement à passer donc une année hors des bancs pour pouvoir me reconstituer financièrement afin de mieux affronter la vie dans une agglomération majeure comme la capitale. Comme la capitale de Yaoundé. Exactement. Donc j'ai pu travailler sur le côté, j'ai enseigné dans une école primaire que j'ai essayé de révolutionner et où j'ai introduit le bilinguisme qui est aujourd'hui au Cameroun de plus en plus partagé par beaucoup d'écoles, mais à l'époque ça n'existait pas. J'étais très heureux de transmettre un enseignement bilingue en mathématiques, en histoire aux enfants de cette école-là et sur les deux langues. Wow. Donc déjà un engagement social, local, fort, parce que innover comme ça, en apportant un enseignement qui ne se faisait pas dans un... Monsieur Segbo, aujourd'hui, oui, ce que vous dites, vous avez raison. Quand je fais mon histoire, je m'aperçois effectivement que j'ai essayé de faire beaucoup de choses avec de l'innovation. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, mais en fait, c'était simplement de l'amour de ce qu'on faisait. C'est aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on se retrouve à être en train de mettre ce qu'on appelle une dose humaine dans la chose. Et cette dose humaine qui est individuelle peut se retrouver être quelque chose qui n'est pas très courant. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation. Vous n'êtes pas arrêté seulement à transformer l'enseignement bilingue d'une école dans le quartier de Yaoundé. Oui, ça vous avez totalement raison. C'était un tremplin, puisque j'étais dans la conquête de l'intégration sociale dans la capitale, et très vite je me suis retrouvé engagé dans les activités sociales et sportives des quartiers, où j'ai participé effectivement au développement communautaire qui n'existait pas dans la partie francophone et que j'ai dû importer de la partie anglophone, qui est mon éducation de base, et où j'ai pu imprégner dans mon quartier aux habitants
comment on pouvait arrêter ces activités individuelles pour participer à ce qu'on appelle des actions communautaires et collectives. Citez-nous quelques exemples, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est. Oui, quand on parle de travaux communautaires, c'est que vous décidez collectivement, dans une agglomération, dans un quartier, dans un village, de laisser vos activités individuelles, le bureau, le champ, pour se livrer au nettoyage des rues, à curer les rigoles, à construire, aménager des stades pour les enfants. Donc, c'est ce type d'activité qui faisait que la partie anglophone, contrairement à la partie francophone, est jusqu'à aujourd'hui des régions que l'on pourrait dire au Cameroun beaucoup plus bien-être que dans la moyenne. Concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, donne un exemple. Vous avez dans votre quartier, par exemple, vous avez fait quoi? Alors, la chose majeure que je sais que j'ai fait, et ça, pour ceux qui connaissent le pont Emana, oui. Ça c'est en allant vers Messassi, à Yaoundé premier. Oui. Très jeune, j'ai pu mobiliser mon quartier où, à l'époque, il n'y avait pas quasiment de route de véhicules pour 2 véhicules. J'ai pu effectivement faire en sorte que les habitants mettent des billets de 1000 francs dans chaque famille pour que je me rapproche des autorités municipales afin d'obtenir un engin qui a permis de faire des routes praticables par 2 voitures qui pouvaient se croiser. Et la petite anecdote, c'est que il se trouve que cette route, elle est toujours là. Elle n'a pas évolué depuis quasiment 30 ans aujourd'hui. Donc, c'est la même route. Elle n'a pas été agrandie. Comme quoi, effectivement, il aurait fallu que des petites personnes comme ça passent pour pouvoir marquer la vie d'une collectivité. Et pendant l'été, vous avez aussi, parce que on m'a dit que vous organisez aussi des cours de vacances. Des cours de vacances, oui. Des regroupements de football, des championnats locaux et tout ça. Donc, je suis effectivement, comme vous le dites, je suis quelqu'un qui bouge, j'ai la bougeotte, en quelque sorte, et l'esprit qui est toujours en train de s'interroger sur ce que l'on peut faire de mieux ou de plus pour alimenter la vie sociale. Donc, j'ai mis en place ce qu'on a appelé des cours de vacances ouverts au public, parce que ça n'existait pas. Il y avait ce qu'on appelle des soutiens scolaires pour des personnes aisées qui pouvaient se le payer. Mais moi, j'ai mis en place un collectif de jeunes étudiants qui étaient en déserrement pendant les vacances, les solliciter pour qu'ensemble, on puisse accompagner les enfants de la ville à être occupés pendant les vacances. Et donc, l'astuce était des cours de vacances pour préparer les enfants à attaquer la nouvelle année. Donc, j'ai donc mis en place ce qu'on appelle le cours de vacances du renouveau communal. Je salue le docteur Émile Andé, qui très vite à l'époque était député maire et qui m'avait très vite accompagné dans ce projet-là, qui bien sûr faisait en sorte que les enfants traînaient de moins en moins en route, dans les rues. Et bien sûr, ça participait aussi à faire en sorte que les parents puissent vaquer à leurs occupations avec beaucoup plus de sérénité. Moyennant une contribution négligeable. À l'époque, c'était 1000 francs, c'était pas beaucoup d'argent, mais en même temps, c'était beaucoup d'argent. Et donc, à la fin, j'organisais dans ces lycées-là des cérémonies de remise de dons collectés auprès des sponsors. Je salue, je ne sais plus si ça existe encore, la société Zico, la marque de cahier Safka qui n'existe plus. Donc, c'est pas une publicité non plus aujourd'hui. Et donc, que je remettais aux enfants, ces enfants qui participaient avaient contribué pour 1000 francs, mais ressortaient de ces vacances non seulement avec des connaissances, mais avec la sécurité d'avoir pas traîné, et aussi avec des fournitures scolaires qui valaient très souvent au-delà de ces 1000 francs que les parents avaient contribué. J'imagine bien que, étant un acteur aussi turbulent, on va utiliser le mot comme ça, vous êtes fait très vite remarquer par les autorités municipales. Oui, je ne sais pas si c'est ça qui a contribué, mais sauf que moi j'ai toujours voulu participer à la vie collective et il s'est trouvé que, ben voilà, j'ai été approché par les responsables politiques de l'époque qui avaient bien pensé que je pouvais apporter ma modeste contribution à l'encadrement des populations, et c'est comme ça que je deviens donc responsable politique
À l'époque, bon, on va pas parler de la politique, c'est pas l'enjeu, mais surtout, j'ai fait partie, j'étais responsable des jeunes à un niveau non négligeable aujourd'hui, à cette époque-là. Et donc, ce qui m'a conduit à être un vrai acteur politique à son âge, à cette époque-là. À la mairie de Yaoundé. Et ensuite, donc, ce qui m'a permis naturellement donc d'être recruté en mairie pour poursuivre effectivement ce que je faisais déjà apparemment si bien dans les quartiers, de venir effectivement au sein de l'institution qui est la municipalité et où j'ai pu évoluer jusqu'à être fondé de pouvoir à la recette municipale de Yaoundé 1er. Nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, nous sommes de ceux qui avons voulu impulser, la nouvelle constitution au Cameroun qui permettait la décentralisation des pouvoirs des collectivités locales à travers l'autonomisation avec la recette municipale, avec la collecte des impôts locaux qui autrefois étaient dévolus à l'État et que grâce à la constitution de 2001, voilà, 2001, donc de 96, pardon, la constitution de 96 permettait la décentralisation et donc nous avons contribué à partir de 96 à sa mise en place concrète à travers la création, en fait, l'implémentation des collectes des impôts locaux, impôts libératoires, taxes sur le stationnement, taxes sur les spectacles, ben voilà, afin de pouvoir doter la municipalité de son action de proximité. Et à cette époque, nous avons pu, on a vu une municipalité qui pouvait construire des écoles, on a vu une municipalité qui pouvait faire des forages, on a vu une municipalité qui pouvait faire des routes, et c'était donc grâce à cette expérience-là qui m'accompagne aujourd'hui. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Il est évident que vous n'êtes pas arrêté à ça parce que le sport, l'encadrement des jeunes, ça vous a amené à quoi d'autre? Autre chose, il y a eu la boxe. Oui. La boxe, j'ai été le responsable de la cellule communication, relations publiques et marketing de la Fédération camerounaise de boxe, l'Africa Boxe, sous l'ère du président Bertrand Mendouga, qui jusqu'à récemment, était encore le président de la Confédération africaine, qui est devenu par la suite président de la Confédération africaine de boxe en Afrique. Et donc, j'ai pu travailler avec lui grâce à une formation du Comité national olympique qui m'a donc donné les outils en matière de communication, basé également sur une formation que j'ai faite pendant 1 an sur la maîtrise effectivement des outils, les nouveaux outils de technologie et de communication. Donc à l'époque, c'était encore très novateur d'avoir un ordinateur, de pouvoir donc faire des correspondances électroniques. Pour nos auditeurs, nous sommes en compagnie, nous recevons aujourd'hui Monsieur Gilbert Ndépé, qui a eu un parcours tout à fait exceptionnel, parti de sa ville de Fiango. Il est arrivé à Yaoundé et s'est fait remarquer très rapidement par ses actions collectives, aussi bien par les parents de Yaoundé dans le 1er arrondissement que par les élus locaux de Yaoundé qui lui ont confié de très lourdes responsabilités, au point où il a fini par la fédération camerounaise de boxe, tout en étant en mairie. Tout en étant en mairie. En mairie, exactement. En mairie. Donc je me retrouvais, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, de pouvoir avoir 2 fonctions officielles, 2 fonctions officielles pour un jeune homme, parce que c'était plus confortable d'être dans son seul bureau unique et de se dire, ben voilà, on est bien. Ben non, moi je pensais qu'il y avait toujours quelque chose à faire, qu'on pouvait toujours faire mieux, et c'est quelque chose qui m'a toujours animé et conduit. Mais merci pour cette première partie qui est le parcours au Cameroun, qui vraiment vous a forgé l'homme qui aujourd'hui est en train d'évoluer vers dans des circonstances que nous allons aborder maintenant. Merci, donc, Monsieur Sego. Le Cameroun, c'était devenu trop petit. Et puis vous avez dit, bon, allez, je vais aller voir ce qui se passe en France. Vous êtes venu en France dans les années 2000, 2001, on va dire. Plus précisément, fin 2002. Fin 2002. Ah ben oui, il faut être précis. Fin 2002. Vous avez
travaillé dans des structures comme des hôtels, vous avez dirigé des hôtels, vous avez travaillé chez Disney, vous avez travaillé à la sécurité sociale, Exact. vous avez fait beaucoup de choses. Oui, comme... Qu'est-ce qui a été le moteur de cette période et qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette adaptation en France? Alors, j'ai eu le parcours, j'ai eu le contexte, pas le parcours, mais le contexte de la majorité des immigrés qui sont confrontés à un nouvel environnement, un nouveau mode de vie, une nouvelle conception sociale. Et pour moi, il était important de m'imprégner très rapidement de l'environnement. Et le meilleur moyen était de se former. Donc, j'ai eu donc la possibilité d'être sélectionné dans le cadre d'un programme de maîtrise en sciences de gestion de l'Université de Paris-Dauphine, où j'ai pu, bien sûr, faire du droit administratif, qui était vraiment l'objet de mon intérêt pour ce programme-là, parce que je voulais comprendre l'environnement administratif, réglementaire, juridique d'un parcours social. Et bien sûr, associé à ça dans mon projet, l'entrepreneuriat qui restait quelque chose au fond de moi, pour ne pas jusqu'à terme être salarié. Donc, bien sûr, ça c'était le fondement. Bien sûr, avant de faire ça, je suis passé par une formation de technicien de paix et gestion de ressources humaines, et la base vraie, c'est la maîtrise des sciences de gestion qui m'a permis derrière, après avoir été directeur adjoint d'un hôtel sur la place parisienne, bien sûr avec une première expérience en tourisme à Disney, qui est la première entreprise qui m'a accueilli en France en tant que salarié à temps plein. Et donc, cette expérience du tourisme m'a conduit à être directeur adjoint. Et directeur adjoint, j'ai appris la gestion d'un centre de profit, qui m'a donc permis d'associer cette expérience-là, plus la formation en sciences de gestion, afin de créer ma première entreprise. Nous allions arriver. Voilà. Donc, vous avez tiré parti de votre expérience professionnelle. Vous avez été vous former à Paris-Dauphine en sciences de gestion. Et là, vous vous êtes dit, je vais créer mon entreprise. Quelles ont été les motivations pour créer une entreprise? Alors, je pense pour beaucoup de créateurs d'entreprises, surtout des petits créateurs d'entreprises, c'est le souci de l'indépendance. Oui, plus que les créateurs, ils sont là-bas. Vous, qu'est-ce qui a été... J'ai toujours été animé Monsieur par l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, d'autonomisation. Et il se trouve que, n'ayant pas créé de société jusque-là, j'ai eu la chance, je dirais c'est une chance, d'avoir évolué dans des environnements professionnels où mes supérieurs hiérarchiques me donnaient une forme d'autonomie dans la gestion de mes activités. Ce qui m'a poussé effectivement à me démultiplier, parce que je pense qu'aussi ils m'ont laissé cela parce que j'avais cette sensibilité-là. Ils ont senti en vous que vous aviez cette capacité. Donc, j'ai toujours eu cette quête d'autonomie, de liberté, et donc arriver donc en Europe où les environnements sont codifiés, il était indispensable pour moi de garder cette autonomie-là. Et le seul moment où on peut avoir cette autonomie, c'est en étant son propre patron. Et donc, là, vous avez créé une entreprise. Oui. De quoi? De prêt-à-porter pour enfants. De prêt-à-porter pour enfants. C'était l'époque où la Chine était, même si elle est de moins en moins, la Chine était l'usine du textile où toutes les fabriques du textile étaient renvoyées en Asie pour des raisons de coût. C'était une conjoncture. Les usines ont été fermées dans le nord. Un tout petit peu, les fabriques ont fermé beaucoup pour parler du cas de la France. Et donc, j'ai donc créé une entreprise de prêt-à-porter pour effectivement aider les distributeurs français à continuer de bénéficier de ces usines qui sont maintenant en Europe. Donc, je faisais d'abord de l'intermédiation
l'intermédiation, parce que je parle anglais, et il se trouve que ma femme, parlant effectivement donc chinois, donc nous avons associé nos deux compétences linguistiques au service de l'entreprise, des entreprises et des distributeurs français. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Et donc, dans ce processus, j'ai trouvé logique et tout à fait naturel de créer ma marque, la marque déposée Mini Gilles, qui s'appelle simplement Petit Gilbert, qui est symbolisée par une petite tortue qui fait ses petits pas, mais qui a l'ambition d'aller loin. Donc, voilà. Et donc, voilà ma première entreprise que je crée et qui se portait très bien et qui très vite s'est multiplié par un deuxième centre de profit qui faisait dans les services de transfert d'argent à l'époque où c'était encore une vraie structure et pas aujourd'hui des structures comment on appelle ça aujourd'hui, des structures à la sauvette. C'est quasiment à la sauvette aujourd'hui, mais à l'époque c'était une vraie structure avec effectivement une réglementation qui était assez stricte, un peu comme une banque. Oui, ben c'est la Banque de France qui donne les agréments et tout ça, très bien. Et donc, vous avez fait ça pendant combien d'années? Alors, 7 ans, 7 ans au total, de 7 ans, donc de 2008 à 2014. Alors, dans cette émission, nous, ce qu'on aime bien, c'est que les entrepreneurs qui ont fait les choses partagent une partie des forces, qui ont les clés de leur réussite avec nos auditeurs. Sur ces 7 ans d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs, des gens qui ont envie de se lancer en entrepreneuriat, des gens qui y sont déjà, et qu'est-ce que vous pouvez leur dire de votre expérience à vous? De par mon expérience, il y a 2 éléments que je vais fondamentalement partager avec vos auditeurs, M. Sego. C'est d'abord un état d'esprit. Il faut d'abord avoir ce qu'on appelle le mindset en anglais, l'état d'esprit qui permet d'oser. Parce qu'il est plus confortable la situation de salarié où on est responsable de rien, vers un statut de responsable ou de chef d'entreprise où on est responsable de tout. Ça, c'est le premier enjeu. Donc, c'est une question de mindset, d'état d'esprit. Et 2, savoir derrière qu'en fait, on perd être prêt à perdre l'esprit du temps journalier au travail. Donc, ces 2 éléments sont des situations dans lesquelles toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit intégrer l'état d'esprit plus ne pas compter son temps. Et comment et le marché? Comment... Non, le marché n'est pas la difficulté fondamentale. Le marché n'est pas la difficulté fondamentale. C'est vrai que quand on a un produit ou un service, il faut le commercialiser. C'est vrai. Mais c'est l'entrepreneuriat, c'est d'abord le fondement, c'est l'état d'esprit. Et quand on a l'état d'esprit et qu'on a cette volonté-là, à ce moment-là, les compétences qui sont les compétences de tout le monde, gérer, parce qu'il y a des gestionnaires qui sont des salariés, gérer, animer, vendre, et tout ce que je viens de citer là, n'importe qui peut le faire, c'est-à-dire que n'importe quel salarié peut le faire, il suffit d'être formé. Mais à la base, il faut ces 2 éléments, l'état d'esprit et être prêt au sacrifice en termes de temps. Et alors, une autre question, dès qu'on parle d'entrepreneuriat, oh là, c'est financement. Et comment vous avez contourné cette question de financement dans cette phase-là? Et je vous dirais que c'est vrai que le financement reste l'enjeu le plus important en matière d'entrepreneuriat, peu importe ses origines, mais encore quintuplé quand on est immigré. Je vais vous assurer que au commencement, au lancement de mon entreprise, il m'a été refusé l'ouverture de compte. Normalement, dans une banque. Pour aucune raison, valable, sauf qu'ils ne croyaient pas à mon produit. Donc, il a fallu, heureusement, nous sommes dans un pays qui offre des droits et dont j'ai donc bénéficié de ce qu'on appelle au début le droit au compte. À ce point. Le droit au compte. Donc, ma petite vengeance, c'est que j'ai choisi à la Banque de France, ils font, je ne sais pas si c'est leur process, mais il me demande dans quelle banque je veux ouvrir. Absolument. Donc, ma petite vengeance, j'ai choisi la banque où on m'avait refusé.
Oui. Et donc, voilà, je suis revenu dans quelques semaines avec l'injonction de voilà. la banque. Et de donc, la banque de ils n'ont France. pas eu, ils n'ont pas eu d'autre choix que de m'accepter. Et après, on est devenus de très bons amis parce qu'ils ont vu ce que j'avais à faire. Donc, pour parler de financement, je parle d'abord le début. Pour le financement, j'avais déjà une connaissance de mon profil. D'accord. Donc, et c'est ce que les entrepreneurs doivent savoir. Ils doivent d'abord se profiler eux-mêmes, se savoir identifier les ressorts sur lesquels ils doivent se poser pour pouvoir s'engager. Et ça, c'est un jargon moi, je comprends pas. Non, c'est pour vous dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, c'est pour vous dire quoi? Ça veut dire que je suis un enfant de paysan. Oui. Je suis un enfant de grand fonctionnaire. Je suis un enfant de grand banquier ou de grand financier. D'accord. Ou, en plus, je suis un immigré qui est venu tout seul. Okay. Donc, voilà un peu les profils dans lesquels on doit pouvoir entrer. Donc, dès qu'on a déterminé son profil et qu'on a compris, alors, on s'engage par rapport à ce profil-là. En ce qui me concerne, plus précisément, c'est que connaissant mon profil, j'ai, dans mes années de travail, décidé de mettre de l'argent de côté. D'accord. Donc, vous avez mis un capital à la base pour pouvoir entreprendre sans avoir besoin de financement initial. De financement initial. Voilà, donc je suis parti par l'autofinancement. L'autofinancement. Qui est quelque chose, qui est la pire des situations pour un entrepreneur. C'est bien ce que... je connaissais... Mais vous n'avez pas le choix parce que, étant immigré, avoir un financement et tout, c'était compliqué. C'était déjà pas, c'était pas acquis. C'est l'autofinancement qui m'a permis, que je des gens qui sont dans une situation d'immigré, qui n'ont pas le background et qui veulent entreprendre. L'autofinancement pour amorcer. Exactement. Ne pas avoir peur de commencer petit. Et ne surtout pas avoir peur de commencer petit. Ne pas avoir peur de commencer petit, même si son ambition est grande, même si son projet est grand. Accepter de commencer petit, parce que par ces actes, petits actes, c'est là qu'on sera en mesure de convaincre et des partenaires et des banquiers qui pourront par la suite, par conviction maintenant pour ce que vous proposez et par votre rigueur de gestion, à vous accompagner maintenant dans ce qu'on appellera le développement de votre activité. Mais l'initial, c'est l'autofinancement. L'autofinancement. Pour des immigrés comme nous. Oui. Donc, premièrement, la volonté. Deuxièmement, le mindset. Le mindset, c'est le premier. Et le premier, le mindset. Deuxièmement, ne pas compter les heures. Ouais, ne pas compter ses heures. Troisièmement, étant donné qu'on a un profil d'immigré, s'assurer qu'on a un capital de départ minimum qu'on mise pour se lancer. Oui. Et surtout, quatrièmement, démarrer petit en sachant qu'on est là pour durer. Exactement. Exactement. Parce que cet autofinancement est indispensable parce qu'il participe effectivement à la prise de risque d'une famille. Il est souvent question des économies d'un individu et souvent d'un couple où l'on décide effectivement de miser dans un projet d'autonomisation personnelle. Donc, cela demande beaucoup de réflexion sur le projet qui est le nôtre, beaucoup d'études de marché pour être certain que son positionnement est en adéquation avec une clientèle cible. C'est bien ma question tout à l'heure. Quid du marché? Oui, parce que c'est effectivement quand on a un produit, quand on a une idée de produit, il faut savoir, parce qu'on a beau avoir le meilleur produit, si on n'a pas de marché, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Donc oui, ce marché-là rentre effectivement dans ce qu'on appelle le business plan, son étude de marché, ça va dedans. Mais moi, je dis que c'est après cela, il faut d'abord être prêt dans un état d'esprit. Donc, il faut avoir un produit, il faut avoir un marché, identifier le marché. C'est ça. Et la concurrence qui va avec. Bien sûr, la concurrence. Et mettre en adéquation ce produit avec son marché. Avec son marché. Écoutez, tout ça est pas mal, hein, parce que nos auditeurs auront beaucoup appris de cette expérience-là. Je l'espère bien. De cette expérience, du vécu de monsieur Gilbert Ndépé. Vous pensez que je vais vous laisser partir comme ça, monsieur Ndépé? Ah ben, je pensais que j'avais abusé de votre temps. Voilà. Eh ben non.
Eh bien non. Figurez-vous que j'ai une dernière partie de cette émission, surtout en fonction de votre profil. Dites-moi. Vous avez été un acteur majeur de la décentralisation au Cameroun. Oui. Dans le premier arrondissement de Yaoundé. J'en suis fier. Et rappelons quand même, attention, Yaoundé, c'est la capitale officielle. Oui. Le premier arrondissement, c'est là où se trouve le pouvoir. Institutions. Les institutions. Toutes les institutions se trouvent dans le premier arrondissement à Yaoundé. Vous venez en France, vous avez eu votre parcours, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes dans l'assurance. Santé. Assurance santé. Et la politique dans tout ça, vous avez tout enterré. Je n'y crois pas. Ah. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Moi, je vous dirais, c'est exactement la chose qu'il faut faire. C'est-à-dire? La chose qu'il faut faire, en fait, la politique, c'est ce qu'on appelle la gestion de la cité. Et quand on est, c'est ma conviction, quand on est un élément de la société, le minimum, c'est de savoir dans quel environnement est-ce qu'on navigue. Tout simplement. Et savoir l'environnement dans lequel on navigue, le meilleur moyen, c'est d'être avec les acteurs décideurs de cela au quotidien. Et ça se passe en politique. Donc, vous entrez en politique. Pour moi, c'était... Donc, vous retombez en politique. Je retombe en politique, exactement. Oui, de gauche, profondément, résolument de gauche. Et à l'époque, l'évidence, c'était le Parti socialiste à l'époque. Et où j'ai côtoyé Solferino, où j'allais effectivement participer à des réunions, où j'ai pris mes fonctions comme responsable de section locale ici à Garches-les-Gonesse, dans ma ville où je suis élu. Et derrière, je suis exclu du Parti socialiste. Oui, je suis exclu du Parti socialiste parce que je remets en question le candidat du Parti socialiste à l'époque, qui n'était pas en adéquation avec la majorité des militants. C'est-à-dire, c'est un parachuté? Non, c'était un baron. Effectivement, c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas entendre notre discours. C'était un baron, une personnalité que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais pour ceux qui connaissent Garches-les-Gonesse sauront exactement de qui je parle. Et que j'ai approché la direction au nom de la majorité de la section, que ce monsieur n'était pas à la hauteur des enjeux qui étaient ceux du Parti socialiste. Ben, comme à l'époque nous étions des petits militants, j'ai pris mes responsabilités comme je les ai toujours prises, en allant constituer une liste concurrente à celle-là. Et donc cet acte valut mon exclusion 2 mois après du Parti socialiste à l'issue de l'élection de 2014. Voilà, donc je fus exclu donc, du parti. Et donc voilà, en cette époque-là, 2014, je mis en place déjà, parce que j'ai pratiqué, comme j'étais exclu du Parti socialiste, je ne pouvais pas avoir toute la gauche. Donc j'inventais déjà localement le en même temps. En même temps, oui. Donc en 2014, pour ceux qui parlent du en même temps, en 2013, je l'ai fait la campagne dessus pour 2014. Et donc, naturellement, quand Emmanuel Macron arrive en 2016 avec le en même temps, pour moi, c'était une évidence. Donc, que l'on ne peut pas construire une cité qu'avec du social et pas de sécurité, ou qu'avec la sécurité et pas de social. Il faut les deux pour qu'il y ait une vie harmonieuse. Donc, j'avais participé à la construction d'une équipe de personnes de bonne volonté venant de tous les côtés. Et donc, en 2016, naturellement, nous étions parmi les premiers contingents à rejoindre Emmanuel Macron. Pour ma part, c'était le 24 avril précisément 2016. Donc, à l'issue du discours de Macron du 18 mars 2016 à Amiens. Moi, je l'ai rejoint le 24 avril 2016. Je me suis inscrit, où j'ai été l'un des 3 délégués, ce qu'on appelait à l'époque, c'était pas des délégués, mais oui, des délégués de campagne de la Grande Marche. Donc, nous étions 3. J'étais tout seul dans le 95, et il y en avait 2, donc Aziz, dans le 78. Donc, on appelait cela les coordonnateurs de la Grande Marche de 2016.
qui fut le lancement effectivement de la Macronie. Et aujourd'hui, vous êtes quoi Dans cet environnement, aujourd'hui, je suis secrétaire général départemental de Renaissance dans le Val d'Oise, dans le 95, un département de 1 200 000 habitants, et en même temps délégué départemental de territoire de progrès, qui est donc l'aile gauche de la Macronie. Donc voilà les responsabilités politiques que j'exerce aujourd'hui, en participant effectivement à la vie municipale, dans l'optique effectivement d'avoir des ambitions beaucoup plus grandes sur le plan politique, afin de continuer de contribuer à la vie locale. Alors, une question quand même. Qu'est-ce que... Là, pareil, hein, vous avez une expérience de combien d'années, là, du coup, dans cet environnement politique? Ah, dans l'environnement politique, s'il faut compter... En France, en France, j'ai commencé la politique dès 2006. 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. 2024, oui. 2024. Ça vous fait 18 ans? Oui. Et je dirais merci, je vais en profiter pour dire merci à la fin de carrière locale de Dominique Strauss-Kahn, puisque je suis un Strauss-Kahnien de base, et qui très vite nous avait laissé avec l'ancien député maire de Sarcelles, François Pupponi, avec qui nous avons cheminé depuis cette époque-là, parce que je suis un peu dans ce qu'on appelle la loyauté politique. Et donc, il y a un côté loyauté politique, c'est ça? Non seulement en politique, mais dans tous mes engagements de la vie. Sur tout mon parcours, moi, je suis un dealer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je passe un pacte avec quelqu'un, quand je donne ma parole à quelqu'un, quel que soit le domaine, moi, je m'y tiens. Et le jour, je ne peux jamais partir sans prévenir. Le jour où je ne suis plus en désaccord, je suis en désaccord. L'engagement local, première chose. Un projet, c'est ça? C'est ça. Parce que ces gens-là, vous avez porté des projets avec eux. Et le troisième, c'est la fidélité, dans les engagements qu'on prend. C'est pour ça que je fais partie du Conseil national de territoire de progrès. Donc, en tant que délégué départemental, je fais partie donc de ce Conseil national qui définit les politiques, qui participent à la définition des politiques nationales. Donc, ce n'est plus simplement local à ce niveau-là. C'est que nous sommes force de proposition qui ont parcouru je dirais les 7 ans de mandat, par exemple, d'Emmanuel Macron. Et à l'intérieur, je pourrais, par exemple, citer la mise en place du Conseil des diasporas, qui a été force de proposition et qui a participé donc aux rencontres de Montpellier. Donc, les idées fondamentales ont été développées à Montpellier, et qui continuent aujourd'hui de vouloir donner une vraie dynamique à la politique française en matière d'immigration, mais surtout dans la gestion des diasporas, qui pour notre part est une diaspora aujourd'hui qui a un niveau de compétence suffisamment pointu pour contribuer à non seulement porter haut l'image de la France, mais surtout participer au développement économique de ce pays qui a besoin de beaucoup de ressorts aujourd'hui pour maintenir son niveau de développement et surtout pérenniser effectivement son modèle de société. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.